3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Paul Jackson est avec nous ce soir, responsable monde de la recherche en allocation d'actifs d'Invesco. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Léa Dunan-Châtelet de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'investissement responsable de DNCA et à vos côtés Alexandre Taïeb, gérant chez Sycomore. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Un mot peut-être avec vous pour commencer, Alexandre, du contexte de marché à travers le prisme de la volatilité et cette espèce de double régime de volatilité qu'on observe avec un affaiblissement de la volatilité sur les marchés actions depuis un mois, depuis le stress bancaire du mois de mars. On atteint des niveaux effectivement qu'on n'a pas vus depuis longtemps en matière de volatilité. Quand on prend le VIX américain comme référence, qui était encore sous les 17 il y a à peine 2 heures. Et à l'inverse, un régime de volatilité qui reste quand même particulièrement élevé sur les marchés obligataires. Sur les deux marchés, il y a des vues déjà macroéconomiques très différentes. Sur le marché obligataire, ce qu'on price aujourd'hui, c'est une récession forte et un pivot des banques centrales fort cette année. Le marché action, c'est différent. Il est plus dans une situation attentiste où finalement la hausse qu'on a constatée s'est faite essentiellement sur des rachats de short. Donc il y a très peu de positions longues structurelles. Le positionnement est très loin d'être euphorique. Il est même assez négatif. Donc on attend, mais on ne price pas de récession, sinon le marché devrait être beaucoup plus bas. Donc il y a une vraie déconnexion entre les deux. Aujourd'hui, en tout cas, sur mon opinion, je prends plus le parti du marché action dans le sens où j'attends pas une récession très forte cette année, surtout avec un marché de l'emploi et une consommation qui tiennent relativement bien, même si, on l'a mentionné, l'indice Philly Fed. Alors l'indice Philly Fed, c'est un indice manufacturier, donc c'est l'activité industrielle qui témoigne d'une récession à venir, mais sur la consommation et l'emploi, on tient bien. Donc on a cette déconnexion entre les deux marchés, plus le VIX spécifiquement, c'est un reflet de ce qui se passe sur les options sur le S&P 500. Comme on a de moins en moins d'acheteurs, que ce soit d'options d'achat ou d'options de vente, donc de call ou de put, sur ce marché-là, ça écrase finalement un peu artificiellement le VIX. Mais on sent néanmoins que cette tendance haussière est un petit peu fébrile sur le marché action. Elle ne se fait pas comme un seul homme. Donc une volatilité faible, mais on le sait, elle peut remonter très rapidement. C'est en général dans ces moments-là où on a un signe noir qui arrive. Juste avant SVB, juste avant Crédit Suisse, on avait une volatilité qui était déjà faible. Qui est remontée à ce moment-là, mais qui était déjà faible, qui était autour des 20. Donc je ne serais pas surpris que cette volatilité-là remonte à court terme. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet de la volatilité, de la différence de volatilité qu'on observe sur ces deux marchés majeurs, obligations et actions aujourd'hui, Paul? Je crois, moi j'ai étudié beaucoup plus le VIX que l'indice Move, mais pour le VIX, c'est un indice qui, à la base, est cyclique. Donc, plus qu'il y a de la croissance économique, plus qu'il y a de la croissance des bénéfices, moins élevé normalement est le VIX. Et c'est pendant des périodes de récession que souvent le VIX est beaucoup plus élevé. Donc peut-être le VIX, il y a trop d'optimisme. Mais je crois qu'il y a probablement des éléments techniques côté Move, donc côté obligation, qui revient du fait que les obligations, c'est un outil utilisé beaucoup par des banques centrales depuis la crise financière. Et ils sont revenus quelque part, ils ont réimaginé un peu leur politique depuis le mois de mars, donc une expansion des bilans pas prévus pour aider le système financier. Mais aussi, ces obligations d'être souverain est très important dans les bilans des banques. Ils ont été obligés d'acheter la dette souveraine pour augmenter leur taux de capitalisation. Et je me demande si la volatilité qu'on observe en ce moment est liée au fait qu'il y a ce problème de crise dans les banques, donc un mouvement, une vente des obligations au même temps que les banques centrales, ils étaient en train de vendre, et puis tout d'un coup, est-ce qu'ils vont changer leurs idées? Et avec tout ça, je crois qu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup de débats sur le chemin des taux des banques
centrale, la politique des banques centrales. Donc, moi, j'imagine que dans ces périodes de doute, où peut-être il y a un moment, un pivot qui arrive, je peux facilement imaginer que la volatilité dans les obligations sera plus élevée. Donc, je crois qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent l'expliquer, mais franchement, j'en sais rien. Non, mais c'est très honnête de le dire comme ça, Paul, parce que c'est vrai qu'on est tous un peu surpris de voir, pour plusieurs mois maintenant, une vol marché-action qui est quand même un risque plus élevé que le risque obligataire. En théorie, être quand même très inférieur et de manière persistante par rapport à ce qu'on observe sur les marchés obligataires. Léa, je ne sais pas ce que ça vous inspire, effectivement. Ce que vous avez dit est intéressant. Moi, je crois qu'il ne faut pas négliger ce qui s'est passé en mars avec la crise bancaire, qui a en fait un tout petit peu stoppé le mouvement de contraction des liquidités, de retrait des liquidités. C'est une forme de quantitative easing déguisé. C'est-à-dire qu'on avait tous très peur de ce retrait de liquidités. Par chance, il y a un signe noir que personne n'avait vu qui stoppe le mouvement. Et donc, effectivement, c'est essentiellement des mouvements de flux sur les obligations qui sont très considérables par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, qui crée cette volatilité. Sur les marchés actions, moi je crois quand même, le VIX et la volatilité d'une manière générale, c'est aussi un aspect technique de flux. Il n'y a pas de flux sur notre marché actions aujourd'hui. Vous l'avez très bien dit, on a un marché qui est monté sur des rachats de short et des CTA, mais en réalité, il n'y a pas d'acheteurs structurels. Donc quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a pas d'acheteurs, quand il n'y a pas tout simplement l'effet d'achat-vente, ça ne bouge pas. En revanche, ça me fait un peu penser au dicton de il faut se méfier de l'eau qui dort. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est pas un signal de confort un petit peu trop évident. Mais s'il n'y a pas d'acheteurs, si les acheteurs longs ne sont pas là, quel est leur état d'esprit ? Ils attendent un petit retracement, un petit discount. Un petit, voire... Ou est-ce que c'est plutôt la crainte d'un accident un peu plus marqué qu'une simple consolidation ou retracement de 5-10%, ce qui est la vie normale d'un marché boursier. En fait, je pense qu'il y a vraiment les deux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le trou d'air, le souffle qui pourrait être donné par un événement pas spécialement spectaculaire et qui viendrait à corriger les marchés de 5-10%. Et ça permettrait à beaucoup d'institutionnels de commencer à rentrer parce qu'en fait, ils ne sont pas là. Et l'allocation, clairement, en action est très faible. Et ça les pénalise, d'autant plus avec des niveaux de rendement, vu l'inflation, après lesquels ils courent. Même si côté obligataire, c'est mieux qu'avant, c'est quand même difficile. Et il y a quand même le spectre d'une problématique économique plus grosse, c'est-à-dire des risques qu'on n'a toujours pas contenus depuis l'année dernière. Ça fait 18 mois qu'on en parle, entre effectivement l'inflation qui reste quand même très tendue, la situation géopolitique, y compris en Asie, qui n'est pas très stable. Il y a quelques éléments comme ça qui font penser qu'on n'est pas dans un marché tout rose. Ce qui est assez fascinant et ce qui rend encore les choses un peu plus schizophréniques, c'est que à la fois, il faut quand même considérer un risque de ralentissement, récession, soft, peut-être un peu plus dur, voilà, pour l'ensemble des scénarios macro. Et en même temps, quand on voit le positionnement des investisseurs, et c'était marqué encore dans la dernière enquête mensuelle que BofA réalise auprès des grands allocataires d'actifs, quand on voit la sous-détention des actions par rapport à la surdétention des obligations dans les allocations, comme le dit le stratégiste de BofA, si la récession ne se matérialise pas comme on l'anticipe dans les 2 mois qui viennent, mais ça va être un contre-pied majeur pour un certain nombre d'investisseurs qui ne pourront pas tenir des positions aussi défensives et aussi bearish d'une certaine manière. Oui. Non mais ce risque-là, il faut l'avoir en tête. C'est un risque important, c'est un risque mineur. Non, c'est un risque important. Ouais. C'est le risque de fear of missing out, de FOMO. Le crash à la hausse, la capitulation haussière des actions. Ce qui est déjà arrivé, c'est juste que le 2 janvier, personne n'était prêt, mais on a eu un reversal sur toutes les classes d'actifs, des actions à euro-dollar en passant par les obligues. Donc c'est allé très vite. Énormément de monde l'a raté, on le voit avec le positionnement. Donc aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est une porte d'entrée. Oui, parce que juste pour refaire la séquence, les perfs qu'on voit year to date depuis le 1er janvier, plus 5, plus 10, plus 15 en fonction des indices, peut-être que 80% de cette hausse, elle s'est faite sur 3 semaines en janvier, pour dire les choses. 5 semaines, voilà, c'est ça. Ça s'est fait en 5 semaines, donc soit on attend un petit retour pour rentrer, soit on a besoin d'un catalyseur plus positif. Le seul catalyseur plus positif que je vois pour qu'enfin les longs structurels reviennent sur le marché, c'est qu'on ait une inflation qui continue de baisser progressivement avec des indicateurs économiques qui tiennent.
Si on a ça sur 2-3 mois, le marché va continuer de monter. En plus, tous les trimestres, on a quand même des saisons de publication qui, trimestre après trimestre, sont quand même plutôt bonnes parce que les attentes sont très négatives et à chaque fois, on est surpris positivement dans l'ensemble. On a à peu près 2/3 de surprises positives. Donc à partir de ce moment-là, oui, ce ne sera pas tenable et à un moment donné, les longs vont revenir sur le marché. Est-ce que ce sera à cause d'une baisse ou parce qu'on ne pourra plus tenir ces positions trop faibles sur le marché? C'est un point d'interrogation. Mais ce que j'attends, enfin là en termes de séquence, ce que je vois, c'est on a des attentes notamment sur les marges qui sont assez faibles, sur la croissance des marges qui sont négatives sur 2 trimestres d'affilée aux États-Unis. On voit les prix qui sont en train de baisser. Enfin, les coûts pour les entreprises qui sont en train de baisser, les prix qui restent stables. Donc moi, je vois plutôt des marges qui tiennent bien. Et ça peut être le catalyseur sur la séquence de 6 mois. C'est comme ça que je le vois. Oui. Vous dites les prix de vente s'ajusteront beaucoup moins vite que les coûts d'entrant qui, eux, ont déjà commencé à chuter et d'ailleurs, de manière significative. En ce moment, la BCE est en train de hurler du fait que l'inflation, maintenant, c'est uniquement le fait des boîtes qui ont augmenté leurs prix comme pas possible et qui les maintiennent très haut, malgré la décélération des prix à nouveau. Donc moi je vois plutôt cette séquence et puis après plus tard on a quand même d'autres sujets qui peuvent être à nouveau des signes noirs, typiquement le debt ceiling dont on parlait, le plafond de la dette aux États-Unis. Ça va revenir très fort. On est une année avant une élection présidentielle, donc les républicains vont être très durs et ça devrait passer comme à chaque fois, mais au prix d'augmentation d'impôts. Donc la consommation qui tient, jusqu'à quand? Elle va tenir à court terme, mais à un moment donné, elle va ralentir aussi. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Sur le plafond de la dette, on reviendra sur les marges, mais sur le plafond de la dette, Paul, est-ce que c'est plus grave que les fois précédentes? Alors tout le monde a les yeux là sur le CDS 5 ans américain qui monte d'un BP comme ça une fois par jour jusqu'à peut-être 49, 50 points de base aujourd'hui. Je pense que c'est comme l'histoire du triple witching. Il faut ça revient de manière régulière. Les gens, ils ont besoin ils ont besoin d'avoir peur de quelque chose. Et le plafond de dette, ça revient tous les 2 ans. Et c'est jamais un problème. Ouais. Ça peut nous amener un petit de volatilité pendant quelques semaines ou même quelques mois, mais ce n'est pas important. C'est le seul pays du monde où il y a ce problème. C'est un problème qui est imposé par eux-mêmes d'avoir ce plafond. Dans n'importe quel autre pays, est-ce qu'il y a ce problème? Et c'est un problème qui sera toujours résolu parce qu'il ne peut pas tenir le plafond. Je ne vois pas pourquoi il ne se débarrasse pas. Évacue pas le sujet une bonne fois pour toutes. Parce que c'est un rendez-vous politique important à chaque fois pour ceux qui ne sont pas forcément au pouvoir au moment où ça se passe. Mais à mon avis, en considérant les investissements pour les années à venir, c'est pas un sujet. Vous n'avez pas de doute que, sans faire trop de politique, mais dans le moment de forte polarisation, plus que jamais, du paysage politique, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, vous n'avez pas plus d'inquiétude pour cette fois que les fois précédentes sur cette question du plafond de la dette, qui pourrait d'ailleurs arriver plus vite que prévu. Selon les calculs, on pensait peut-être juillet, août, septembre, ce sera peut-être plutôt des mi-juin. Ça sera toujours différent de cette fois-ci. Oui, je comprends. Oui, peut-être, mais dans le passé, la politique américaine, c'était toujours très tendu. Oui, bien sûr, peut-être le côté droit républicain est plus extrême que dans le passé, mais les républicains, ils n'ont jamais joué le jeu avec les démocrates quand c'était les démocrates en pouvoir et vice-versa. Donc c'est toujours un problème, c'est un point de négociation, mais toujours c'est quelque chose qui est résolu. Donc, et je pense que ça sera pareil cette fois-ci, parce que s'il y a vraiment des problèmes dans l'économie à cause de ça, ça sera qui sera à faute, qui sera blâmé, c'est les républicains. Donc il n'ose pas pousser ce... Le Biden default, c'est pas une stratégie que l'ensemble du parti républicain peut tenir. Oui, à mon avis.
Oui, puis ce ne serait pas juste un sujet pour l'économie américaine. Ce serait quand même là un sujet très vite mondial, j'imagine, ce genre de blocage, si ce genre de blocage amenait effectivement un défaut technique sur la dette américaine. Si on revient aux marges, peut-être, Léa, effectivement... Les marges peuvent tenir encore quelques mois, trimestres, nous dit Alexandre, avec l'effet ciseau un peu favorable toujours aux entreprises. Non, je souscris tout à fait à cette analyse avec un bémol, c'est les volumes. Parce que dans le chiffre d'affaires, il y a deux effets. Il y a l'effet prix et il y a l'effet volume. Ouais. L'effet prix, il a été très, très marqué en 2022. Ouais. Il l'a été encore plus au quatrième trimestre. La plupart des entreprises ont bien montré que si elles arrivaient à maintenir leur croissance de chiffre d'affaires, top line, comme on dit, c'est parce qu'elles arrivaient à passer des prix. Donc effectivement, tant qu'on a le volume qui tient, ou en tout cas le mix est préservé, sauf que elles nous ont toutes dit, les volumes, ça commence à devenir compliqué. Et elles l'ont dit au Q4, elles l'ont dit au dernier trimestre de l'année 2022. Elles sont un peu en train de le confirmer. Et moi, dans les discours que j'entends des managements et des analystes aussi, c'est finalement, regardons un peu plus loin, parce qu'en fait, il va y avoir un creux. Il va y avoir un moment où il va y avoir un mismatch. Donc, est-ce que ça se caractérisera ou pas? Est-ce que finalement, les effets bas seront bons et ça va être lissé? Par contre, quel est le carnet de commandes qui est en train de se construire là en ce moment chez ces entreprises-là pour avoir une vue sur 2024 ? Parce qu'on ne sait pas très bien comment vont réagir ces marges. Il pourrait peut-être y avoir des petits creux Q2, Q3 et encore. Par contre, si le carnet de commandes ne se reconstruit pas correctement, en particulier dans les secteurs qui sont structurellement conduits par leur carnet de commandes, je pense à la construction par exemple, ça veut dire que 2024 sera très compliqué. Et je pense que c'est ça, pour moi, le catalyste. Et effectivement, les marges sont moins à risque. C'est plus la vision. Est-ce qu'on va construire un bénéfice et une croissance des bénéfices sur les 2-3 prochaines années? Toute la question étant effectivement, combien d'offres est-ce qu'il faut qu'on rattrape en matière de production dans des secteurs comme la construction ou l'automobile? Oui. Là aussi, on peut imaginer quand même que... Ils sont plutôt dans une phase où l'offre se normalise et donc les volumes de sortie vont pouvoir augmenter dans ces secteurs-là. Et c'est toute l'attente. Ouais. C'est pour ça que ces chiffres sur les carnets de commandes vont être regardés, à mon avis, de très très près par les investisseurs sur le premier trimestre et le deuxième trimestre. Comment vous regardez ces histoires de marge aujourd'hui, Paul, partant de l'idée effectivement que le phénomène inflationniste, l'esprit inflationniste de 2022 a permis à toutes les industries, tous les secteurs, d'avoir un pricing power que certains n'avaient pas forcément structurellement. Si le phénomène se renverse, avec notamment une baisse des prix de production, des coûts d'entrant, qu'en est-il du pricing power de certains secteurs? Je crois que probablement, comme la plupart des gens, j'étais surprise l'année dernière par la rentabilité qui est restée aussi élevée. Mais on a fait une analyse parce que moi, dans ma tête, j'ai un modèle qui veut dire que prix de consommation accélère par rapport au prix de production. Voilà, il y a une augmentation de marge et vice-versa. Oui. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça dans la réalité. C'est plutôt l'inverse. Et en essayant d'expliquer pourquoi, je crois que ce modèle qu'on a dans nos têtes, ça marche pour, par exemple, les boîtes comme Carrefour. Oui. Les fabricants de voitures. Mais ça ne marche pas pour la plupart de la capitalisation boursière. Donc, par exemple, le secteur tech. Ce n'est pas le même modèle. Donc, les secteurs pour lesquels ce modèle s'applique sont des poids très réduits, vous dites, dans les marchés boursiers, au final. Exactement. Et donc, je crois que pour ça, c'est beaucoup plus compliqué. Avec les salaires qui s'accélèrent, qui s'est accéléré l'année dernière et au début de cette année, ça peut réduire les marges. Ça, c'est, dans certains secteurs, c'est un coût qui est très important. Bien sûr. Normalement, cette année, en expliquant tout ça sur le modèle de rentabilité, normalement, cette année, j'attendrai avec une décélération économique. Normalement, il y a une décélération de bénéfices et ça, c'est quelque chose qui est assez clair. Donc, normalement, j'attendrai une décélération de bénéfices mais en même temps, il y a cette baisse de
prix des matières Eh oui. premières. Et normalement, ça doit aider certains secteurs. Mais dans l'ensemble, je crois que la décélération économique gagnera, et donc il doit y avoir une décélération de bénéfices. Où est-ce qu'on voit cette décélération aujourd'hui? Il y a plus ou moins que les US, où on voit que les bénéfices descendent. Oui. Mais pas ailleurs. Mais je crois que ça va suivre ailleurs. C'est une question de séquence. Oui. C'est ça. Il y a un décalage, mais ce qu'on voit aux États-Unis sur les marges et la profitabilité des entreprises, on va le retrouver pour une zone comme l'Europe à mon avis, un peu plus tard. Ouais. Bon, je trouvais que l'exemple du secteur automobile était quand même intéressant. Alexandre, dans un secteur où l'intensité concurrentielle a toujours été très forte, oui. ça devient une clé de lecture intéressante à ce stade, l'intensité concurrentielle. C'est à partir du moment où les chaînes de valeur de production se sont détendues. Est-ce qu'on est encore dans l'idée un peu de la trêve Covid? Le secteur auto, Elon Musk d'un côté, les Chinois et BYD de l'autre nous disent non. Là, c'est maintenant, on va jouer les gains de part de marché et on va faire en sorte que on sacrifiera peut-être un peu nos marges, mais on sera leader sur l'automobile électrique. Absolument. L'intensité concurrentielle est revenue très fort et très vite. Ouais. Je dis pas que le pricing power du secteur automobile est faible, mais en tout cas, il a été de courte durée, à mon avis. Oui. Mais c'est ce que vous disiez, hein, quand le marché chinois attaque avec un modèle qui est 2 fois moins cher que notre modèle le moins cher, forcément ça va faire des dégâts. Alors je ne sais pas à quel point ça va se développer, à quel point on va avoir des BYD chez nous. On a quand même certains standards de qualité, et puis on sait que les barrières à l'entrée peuvent être parfois élevées. Donc bon, typiquement, on verra ce que ça donne. Ça ne plaît pas au secteur en termes boursiers. Quand on a des baisses de prix aussi fortes, ça joue surtout. On a cité Renault, on a cité Tesla, mais Stellantis, c'est pareil. Les équipementiers, c'est pareil. D'ailleurs, tout est lié, c'est assez drôle, mais vous parliez de la baisse du prix des matières premières. Typiquement, un secteur duquel je parlais sur la stabilité des marges, c'était la chimie. Mais là, je rejoins ce qu'a dit Léa juste avant. La chimie liée à la construction, si la construction n'a pas de bonne perspective pour 2024, les volumes de la chimie vont être catastrophiques. Donc voilà, tout est lié. Il y a des secteurs qui pourraient avoir une intensité concurrentielle qui revient. Il n'y a pas que l'automobile. Vous parliez de Carrefour, effectivement, tout ce qui est hypermarché, food and beverage de manière générale. À partir du moment où ça se détend, on a des promotions de partout et la concurrence revient assez fortement. Est-ce que c'est une tendance générale? Je ne sais pas. Je pense que c'est limité à certains secteurs. Ouais, j'entends. Typiquement, ceux qui ont un pricing power très très fort. Si on prend l'exemple du luxe, là, on ne verra pas d'intensité concurrentielle revenir très fortement. L'augmentation des volumes augmente aussi les marges. Typiquement, LVMH, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un modèle de sac qui fonctionne très bien. Ils augmentent le prix très très fort. Donc voilà. Là, en fait, le point principal de tout ça, c'est que par secteur, en fait, on ne peut même plus avoir une analyse par secteur. Non. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque secteur, il faut regarder les marchés cibles de chaque entreprise. Un exemple qui est très parlant, et je terminerai là-dessus, c'est sur les semi-conducteurs qu'on a un peu évoqués. ST Micro et Infineon, c'est très lié à l'auto. C'est très lié au PC, au smartphone. Là aussi, on peut avoir une intensité concurrentielle qui revient. Un AMD, un Nvidia, c'est très lié à l'intelligence artificielle, qui est quand même une thématique qui est en train d'être boostée assez fortement. On voit des différences de performance entre les deux dans le même secteur, mais qui sont hallucinantes. Donc l'analyse aujourd'hui financière doit être extrêmement... entre un STM et Nvidia, quoi. Complètement. Donc l'analyse doit être extrêmement fine et entreprise par entreprise. On ne peut même plus donner de vue générale sur un secteur aujourd'hui. Je voudrais rajouter un point très important sur cette notion de pricing power. Pour moi, il y a quelque chose qui est complètement nouveau et c'est parfaitement caractérisé dans l'industrie automobile. Le pricing power, lorsque vous avez des entreprises qui n'ont plus la liberté de leur choix technologique et pour lesquelles finalement les régulateurs peuvent arriver du jour au lendemain pour changer les règles du jeu. Là, on voit bien que le luxe, on n'y est pas du tout.
Voilà, donc c'est très bien, ça ne bouge pas. Par contre, les constructeurs automobiles européens notamment ont largement tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils l'ont dit, ces plans à horizon 15-20 ans sont absolument inaccessibles. Les technologies ne sont pas matures. Vous ne nous laissez pas, nous, constructeurs, choisir, chacun indépendamment les uns des autres, la technologie qui nous semble être la bonne. Donc on fait tous la même chose et on est dépendant d'une chaîne de valeur qui n'est pas en Europe. Donc on va se faire totalement massacré sur les prix. Et on est en plein dedans. Et là, si vous regardez depuis effectivement 18 mois, les secteurs pour lesquels l'État devient interventionniste à la dernière minute, il y a eu l'énergie, il y a l'automobile, il y a effectivement les bâtiments avec les normes de rénovation, etc., deviennent des secteurs où le pricing power est compliqué et va être de plus en plus compliqué. Pour moi, c'est un signal d'alerte très fort en tant qu'investisseur. J'ai toujours pensé que les secteurs régulés étaient dangereux. Jusqu'à présent, c'était des secteurs ou des entreprises dans lesquels l'État était fortement présent, la défense, les télécoms, etc. Mais là, ça s'est largement élargi parce que la régulation est partout. Et en même temps, vu le poids des politiques publiques dans le mix économique aujourd'hui, bon, si l'argent va là où l'État le décide, en tant qu'investisseur... c'est un peu bête, mais suivre l'argent là où il va, c'est pas et c'est pour ça qu'Elon Musk inutile. Permet cette baisse des prix, parce qu'il sait très bien qu'il va l'avoir le marché en face, puisque ça y est, les incitations sont présentes au niveau de son gouvernement. Donc le marché final est là. Sur l'histoire de l'inflation au sens macroéconomique du terme, Paul, est-ce qu'on est sur des histoires simplement décalées entre ce qu'on observe aux États-Unis et en Europe ? De plus en plus estiment que ce sont deux histoires qui prennent des chemins différents désormais. C'est vrai que l'exemple de l'inflation britannique qui a été publié hier ou avant-hier, je crois, pour le mois de mars, alors avec le côté exacerbé du laboratoire britannique qui cumule les chocs depuis le Brexit, mais quand même, plus d'un an, 15 mois après la première hausse de taux de la Banque d'Angleterre, on a encore une inflation globale à 2 chiffres, une inflation alimentaire qui est quasiment à 20% et une inflation cœur qui est à plus de 6%. On retrouve quand même quelques schémas un peu communs en zone euro, avec notamment le prisme de l'inflation alimentaire, qui devient le sujet cœur du phénomène inflationniste chez nous, contrairement à ce qu'on observe aux États-Unis. Je crois qu'il y a... Pour moi, l'histoire en Europe, c'est probablement c'est quelque chose qui est décalé par peut-être 3-6 mois par rapport aux US. La situation, l'inflation était plus élevée en Europe l'année dernière. Pourquoi ? Il y avait peut-être deux raisons importantes. D'abord, l'énergie. Donc, c'est une histoire européenne avec le prix du gaz naturel qui s'est explosé en Europe et qui a eu des impacts, mais avec un lag dans certains pays parce que les gouvernements se sont intervenus. Et maintenant que le prix dans les marchés est en train de se normaliser, il y aura l'impact inverse, où il y aurait une tendance vers le bas de l'inflation en Europe. Mais encore une fois, avec une lag, parce que les gouvernements, avec les actions... ont atténué, adouci ce phénomène. Oui, et donc, au Royaume-Uni, le mois d'avril, il y avait le menace d'une augmentation du prix de l'électricité et gaz pour nous, comme consommateurs, parce que l'aide qui a été offerte par le gouvernement arrivait à expirer, s'éteignait. Donc, il y aura je crois, une impact négatif sur l'inflation en Europe venant de l'énergie, mais avec un lag qui va se différencier par pays. Le deuxième facteur qui a poussé l'inflation plus élevée en Europe, c'était le dollar. Donc un dollar fort l'année dernière, euro et livre sterling faible, ça augmente l'inflation en Europe. Et surtout, quand on regarde quelque chose comme l'alimentation, au Royaume-Uni, où on dépend... Beaucoup est importé. Sur le reste du monde pour 50% de notre alimentation, avec un élément idiosyncratique britannique l'année dernière, avec les Truss et Kwasi Kwarteng, donc avec une baisse du sterling prononcée qui a poussé vers le haut
l'inflation importée. Mais maintenant, on est dans une situation différente où le dollar était en train de s'affaiblir. Donc, prix de gaz naturel qui est en train de descendre, dollar qui est en train de s'affaiblir aussi. Ça veut dire pour moi que à terme, en Europe, l'inflation va descendre beaucoup plus rapidement qu'aux US. À terme. Je comprends. Regardons aujourd'hui... les marches à la baisse seront plus rapides en Europe. Les prix de production en Allemagne, par exemple. Je crois que le mois précédent, le taux d'inflation était à peu près 15%. Pour ce mois-ci, c'était 7%. Donc, ça va très vite. Il y a quelque chose qui peut aller très vite. Mais partout, aux US, au Royaume-Uni et probablement dans la zone euro, il y a un problème dans l'inflation corps qui est venant des prix de logement. Le coût de logement. Oui. C'est quelque chose aux US. C'est le seul élément aux US qui continue à avancer. Mais il y a une corrélation assez importante avec les prix de ménage, avec les prix des maisons. Il y a une corrélation avec un délai et le prix des maisons est en train de descendre. Pareil au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y avait deux problèmes cette fois-ci dans l'indice d'inflation. C'était l'alimentation et le prix de coût de logement. Le prix du loyer implicite, etc. Mais les prix des maisons est en train de descendre, donc ce problème-là va se régler aussi. Donc je crois que les gens, franchement, ils surestiment le problème d'inflation sur les prochaines 12 et 24 Donc du point de vue des banques centrales, vous dites il faut pas qu'elles se remettent à craquer aujourd'hui ou à paniquer face à une inflation qui serait un peu encore trop collante. La Fed, le problème de la Fed est que la Fed est toujours en train de regarder dans le rétroviseur et ne regarde pas assez en avant. Heureusement, la Banque d'Angleterre, ça n'a pas été brillant dans les dernières 12 mois, mais au moins la Banque d'Angleterre a des prévisions sur 2 ans et elle a tendance à faire des décisions en fonction de ces prévisions. Des logiques différentes. Bon. Sur les décisions de Banque centrale, est-ce qu'on peut encore être surpris par un degré d'agressivité supplémentaire aux États-Unis, en Europe, Alexandre, ou est-ce qu'on arrive quand même au bout de l'histoire là ? Toute chose égale par ailleurs, non. On ne peut pas s'attendre à un excès de hawkishness ou d'agressivité maintenant. Ceci étant dit, je suis d'accord, l'inflation est en train de décélérer. On est dans une situation plus avancée aux États-Unis qu'on ne l'est en Europe. On commence à voir un petit mouvement de décélération de l'inflation corps, mais c'est minime. Il faudrait que ce soit confirmé. L'élément que je retiens, c'est la Fed et la BCE regardent dans le passé. Elles regardent dans le passé, elles regardent leurs erreurs du passé. Il faut voir que l'inflation était transitoire. Bon, elles ont compris que ça ne l'était pas. Donc aujourd'hui, elles ont peur de lâcher la bride trop tôt et de faire une nouvelle erreur. Ce qui est compréhensible, surtout pour la BCE, puisque si l'inflation vient des prix de l'énergie, on sait qu'ils peuvent repartir à la hausse très fort à un moment donné. Alors, c'est pas forcément sur les 12 mois qui viennent, mais on peut avoir des prix qui repartent. Donc, une inflation qui se retend. Mais, mis à part ça, là, à court terme, on voit effectivement le mouvement d'inflation qui est plutôt à la décélération. Donc, moi, ce que j'attendrais, c'est probablement 1 à 2 hausses de 25 points de base pour la Fed, suivie d'une pause. J'insiste sur le mot pause, pas de pivot. Et pareil pour la BCE. Pourquoi pareil pour la BCE ? Parce que même si la situation est décalée, et elle a toujours été, je me rappelle, je crois que c'était il y a 1 an sur ce même plateau, on disait, est-ce qu'il va y avoir enfin une dichotomie entre la politique de la BCE et la politique de la Fed ? Il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu. Je ne vais pas dire qu'il n'y en aura jamais, mais elles se suivent quand même beaucoup. Donc je pense que la BCE, au bout d'un moment, va faire pareil. Les effets de second tour, ça a pu être une crainte parce que l'inflation salariale a été élevée, mais l'augmentation des salaires en réel
Négatif. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Donc, de voir... Se focaliser sur les salaires quand l'inflation a été tirée par les marges. Exactement. Donc, de voir un surplus de consommation lié à l'augmentation des salaires qui amènerait un second tour d'inflation, je suis assez d'accord. On surestime peut-être un petit peu à court terme le problème de l'inflation. Comment on se positionne en matière d'investissement face à quand même des scénarios ou un champ des possibles? Alors, est-ce qu'il s'est réduit? Est-ce qu'il reste quand même très ouvert? Voilà, on parle de récession, mais on parle aussi toujours d'un risque d'une récession peut-être toujours plus lointaine que ce qu'on imagine, etc. Comment on gère ça dans les portefeuilles, Alexandre? Alors, ça reste très ouvert. La lecture est hyper compliquée. La façon dont je gère ça, ce serait... alors, en allocation, on revient à quelque chose de diversifié, parce qu'en fait, aujourd'hui, les rendements obligataires redeviennent quand même attractifs à long terme. Même sur la partie court terme de la courbe, on a des rendements qui sont quand même assez sympas, entre 3 et 5%, donc on va aller les chercher, même si c'est moins que l'inflation. Et ensuite, sur la partie action, c'est peut-être assez bête ou assez simpliste, mais je me concentre finalement sur les méga caps partout, qui sont celles qui fonctionnent. Celles qui font la perf, hein. On a des flux, les flux qui arrivent, ils sont quand même en grande partie sur la gestion passive, ce qui alimente encore ces méga caps. Donc GAFA aux États-Unis, Granola maintenant en Europe, nouveau nom, voilà. C'est Goldman, ça. Mesdames, messieurs. Oui, c'est bien de citer les la Granola, donc voilà, on va chercher ces méga caps et finalement on n'essaye pas de trouver des... On va surtout pas chercher des petites valeurs, concepts qui vont faire de l'alpha maintenant. On cherche à rester simple et un positionnement, même si l'exposé action assez défensif en termes sectoriels. C'est quoi Granola? Parce que je sais que Goldman, ils m'en ont parlé il y a déjà un moment, mais ils pushent aujourd'hui Il y a beaucoup de santé. Il y a GlaxoSmithKline, Roche, Nestlé, ASML pour la tech. On va regarder. Je vais refaire précisément l'acronyme. C'est les méga caps européennes, croissance plutôt défensive. Puis c'est le côté petit biscuit, petit gâteau. Croissance traditionnelle. Ouais, c'est exactement. Croissance traditionnelle. Qu'est-ce qui vous intéresse là dans l'allocation, la stratégie en ce moment? Donc, on est, je dirais, défensif à cause de la crainte de décélération continue dans l'économie mondiale, mais je suis d'accord, le risque est que tout le monde est positionné comme ça. Mais, donc, on est sous-pondéré côté action, mais ça s'exprime plutôt aux US. D'accord. J'aime bien toujours la Chine, côté action. Marché émergent. Donc, Chine, il peut y avoir un nouveau souffle, parce que ça a été un peu laborieux quand même. Il y a eu le grand mouvement de fin d'année, et depuis... Il y a un momentum économique qui est plus intéressant, mais plus que ça, il y a une valorisation que je trouve attrayante. Et moi, je travaille plutôt sur les valorisations. Je peux me tromper sur les aspects économiques, et probablement je vais me tromper sur les aspects économiques, mais les valorisations, c'est quelque chose sur lequel on est sûr. Côté obligation, malgré la crainte de la décélération, je trouve que crédit, côté investment grade et high yield, ça reste intéressant, même si on attend une augmentation de spread et une augmentation de taux de défaut. Même avec ces prévisions-là, ça reste assez intéressant. Et au maximum, côté liquidité. Mais oui. Pas de volatilité, pas de corrélation avec les autres classes d'actifs et avec un rendement maintenant qui est positif. Léa, pour finir avec vous sur la stratégie action, pour le coup, peut-être. Oui, les deux, je conclue exactement de la même manière que mes deux collègues du jour. Très défensif sur les actions, plutôt à réduire la voilure d'ailleurs sur les stratégies que j'ai qui sont mixtes, à reprendre un peu de duration sur les obligations avec un sujet qualité quand même très important. Vous l'avez dit, les taux de défaut, on s'attend à ce qu'ils augmentent, mais c'est effectivement plutôt des compositions avec des valeurs de grande qualité et liquides. J'insiste sur la liquidité aussi.
Des marchés qui temporisent donc avant les prochaines échéances et une échéance technique déjà demain sur les marchés avec la journée des 3 sorcières. Merci à vous 3. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Paul Jackson, Invesco, Léa Dunan-Châtelet, DNCA et Alexandre Taïeb, Sycomore Asset Management.